En 1917, c'est le départ en fanfare des troupes américaines vers l'Europe, mais que cela a été long. J'ai de l'enthousiasme pour la justice et la dignité des États-Unis, mais pas pour la guerre. Ainsi parle Woodrow Wilson, 28e président des États-Unis en 1914. Depuis lors, les États-Unis sont neutres. Pourquoi? Bryan, le solide secrétaire d'État, n'est pas moins pacifiste que le président Wilson. Un ami de Wilson, le colonel House, contribue à définir la politique étrangère du pays dans le sens de la neutralité. Le secrétaire d'État à la Marine, Daniels, est encore plus prudent. La flotte américaine est la troisième du monde après celle de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, mais elle est considérée comme défensive. Il n'est pas question pour elle d'intervenir dans les mers européennes. Elle garde les côtes américaines et le canal de Panama nouvellement ouvert. Elle surveille les États latino-américains, le Mexique surtout, qui pose de plus en plus de problèmes. L'armée de terre des États-Unis s'aligne à la frontière pour commencer ce qu'elle pense être une promenade militaire vers Mexico. Cette armée constitue une force vraiment dérisoire. L'infanterie et la cavalerie ont gardé leur traditionnel chapeau de feutre. Il n'y a pas plus de 100 000 hommes sous les armes avec des mitrailleuses défectueuses, pratiquement pas d'artillerie de campagne, environ 54 camions de transport et 13 aéroplanes. Une grande partie de cette armée misérable patrouille jour et nuit le long de la frontière mexicaine, attendant avec impatience l'ordre de marcher sur Mexico. Dans la matinée du 15 mars 1916, alors que la bataille de Verdun fait rage et que des milliers de canons lourds allemands et français tirent sans discontinuer, voici les cavaliers américains coiffés de larges feutres partant au galop à la recherche de Pancho Villa et de ses pistoleros. Ils sont 5000 en ligne, 10 000 doivent suivre. Dans une campagne qui évoque la ruée vers l'ouest, la cavalerie américaine poursuit dans le désert des bandes de ruffians. Les chemins de fer sont inutilisables. Les soldats doivent traîner leurs vivres en charrette à cheval sur des pistes sablonneuses et des routes sinueuses. On arrive dans un pays pentu, coupé de larges rivières, sans pont. Dans le même temps, l'Europe en guerre multiplie les commandes. Les aciéries, les puits de pétrole marchent à plein régime, pendant que l'économie européenne est asphyxiée. Vive la guerre qui assure la fortune, faute de concurrents. Qu'y a-t-il de plus heureux qu'une famille des classes moyennes aux États-Unis? Comment pourrait-elle souhaiter la guerre? L'Europe affamée demande des vivres. 50 millions d'Américains vivent encore à la campagne. Les récoltes sont abondantes, les surplus disponibles. Pourquoi les fermiers américains qui n'ont jamais connu des prix plus élevés souhaiteraient-ils entrer en guerre alors que la paix est d'un si bon rapport? Pense d'abord aux fortunes privées, édifiées grâce à l'abondance. L'État fait ce qu'il peut pour empêcher la constitution des trusts. Mais comment mettre des entraves à Charles Schwab, dont le trust de l'acier fournit les arsenaux alliés? Ou à André Carnegie, autre magnat de l'acier, qui dénie au gouvernement tout droit d'interférence dans ses affaires.
Il se concilie l'opinion publique en multipliant les œuvres philanthropiques, ou à John David Rockefeller, dont la Standard Oil fournit le mazout aux navires de la flotte et aux camions de l'armée. Il a déjà contourné la législation antitrust. Pierpont Morgan Jr., héritier d'un vaste groupe bancaire, est devenu dans son pays l'agent financier des Alliés. Ces magnats sont entrés dans la guerre en fournissant les belligérants. Le torpillage du Lusitania en 1915, qui avait coûté la vie à de nombreux passagers américains, avait provoqué dans l'opinion publique une immense émotion. On avait été à 2 doigts de l'entrée en guerre. Le colonel House avait alors lancé, inspiré par Wilson, un très grave avertissement. « Encore une action de ce genre, déclara-t-il, et l'Amérique interviendra. » La Maison-Blanche avait précisé sa position et tenté de sauvegarder sa politique de neutralité. La tragédie du Lusitania m'est apparue comme un cauchemar, disait Wilson, mais nous ne voulons pas nous battre. Il voulait donner seulement un avertissement à l'Allemagne. Dans la presse, on représentait Wilson écrivant sous la dictée du Kaiser. Quelques journaux, déçus par la modération du président, le traitaient d'invertébré. D'autres exigeaient le respect de la neutralité la plus stricte. La plupart des Américains étaient soulagés par la fin de la crise, bien qu'ils aient été atteints dans leur amour-propre. Wilson, perplexe, parcourait les journaux, ne sachant si la nation dans ses profondeurs approuvait sa modération. Bryan, le secrétaire d'État, allait à la pêche, laissant très calmement passer l'orage. Toutefois, une nouvelle Amérique se manifestait. Quand la guerre en Europe devint atroce, impitoyable, le slogan « Préparez-vous » amorça un mouvement d'opinion dont les champions se regroupèrent autour de Theodore Roosevelt, dit Teddy le chevaucheur. Par le biais d'une vaste campagne nationale partie de Washington, un groupe de pression exigea que les réserves soient appelées sous les drapeaux. Wilson résistait encore. Les partisans de l'entrée en guerre s'installèrent dans un camp militaire de l'État de New York. Pendant l'été de 1915, des collégiens, des hommes d'affaires, s'engagèrent comme volontaires et suivirent des pelotons d'élèves officiers. L'idée de la guerre faisait son chemin. Beaucoup d'Américains approuvaient cette campagne et le firent savoir en défilant en uniforme dans les rues. La montée du militarisme correspondit à un déclin du pacifisme. Toutefois, le 4 décembre 1915, une mission de paix dirigée et financée par le millionnaire Henry Ford s'embarquait pour l'Europe sur un navire de location dans le but de s'entretenir avec les chefs des nations en guerre. Mais les pays européens étaient alors beaucoup trop engagés dans le conflit pour prêter l'oreille à une tentative de médiation qui avait peu de chances d'aboutir. Cette démarche en faveur de la paix devait sombrer dans le ridicule. Ignoré en Europe, Ford devait faire machine arrière pour ne pas être considéré en Amérique comme un ami de l'Allemagne. L'échec de cette entreprise devait définitivement discréditer le pacifisme américain.
À la fin de l'année 1915, on pouvait dresser un bilan favorable de la neutralité. Les États-Unis étaient un sanctuaire privilégié, immunisé contre les aléas de la guerre, mais profitant du commerce de guerre, surtout avec les Alliés. Le pays était passé de la dépression à la plus grande prospérité. On comptait 8000 nouveaux millionnaires. On observait un saut de 60% de la richesse nationale. Le bien-être gagnait progressivement toutes les couches de la population. On fêtait la famille, les enfants, le progrès. On se réjouissait de l'abondance retrouvée. Mais les menaces des Allemands troublaient cette tranquillité. Les fabriques travaillant pour les Alliés étaient sabotées. On comptait les incidents par douzaines. En juillet 1916, à Black Tom Island, dans le port de Jersey City, 2 millions de livres d'explosifs, attendant d'être embarqués pour l'Europe, avaient sauté. La multiplicité des attentats finit par créer un climat de suspicion. On était sûr maintenant que des agents allemands se livraient à des sabotages. Malheureusement, il n'y avait pas de preuves. Les agents des services secrets américains eurent finalement la chance inouïe de mettre la main sur des documents qui émanaient du consul d'Allemagne. Celui-ci résidait à New York, sur la 6e avenue. Ces documents faisaient apparaître une vaste chaîne d'espionnage et de sabotage à travers le territoire américain. Le siège d'une compagnie de navigation allemande était le centre de l'organisation. Le docteur Heinrich Albert en était la tête, comme l'enquête permit de l'établir sans contestation possible. Ses complices étaient Carl Boyed, l'attaché naval que l'on retrouvait dans les menées anti-américaines à Mexico, et l'attaché militaire Franz von Papen, un homme adroit, aimable, discret, lié à ces barons de la Ruhr qui contribuèrent plus tard à hisser Hitler au pouvoir. Le journaliste américain Virek, germanophile notoire, était suspecté d'entretenir des relations étroites avec le docteur Albert. Ces révélations publiées dans les journaux accroissaient la tension. La sécurité nationale était mise en cause, l'Allemagne devenait une menace. En 1916, le président Wilson ne pouvait plus négliger la campagne pour l'entrée en guerre. Juin 1916, les démocrates se rassemblent à Saint-Louis pour préparer la campagne présidentielle. Parmi eux, le vieux pacifiste Bryan, le jeune Franklin Delano Roosevelt du département de la Marine. Toutes les tendances du parti sont satisfaites par la formule de Wilson, la préparation oui, mais seulement pour la défense, pas pour la guerre. Wilson est choisi par la Convention démocrate. Wilson et ses conseillers ne rêvent que d'une plateforme de réforme intérieure. Mais ils se rendent très vite compte que les délégués sont intéressés par la politique étrangère. Une phrase dans la plateforme enflamme immédiatement la foule. « Il nous gardera hors de la guerre ». Un slogan vient de naître qui ne quittera plus Wilson.
qu'on nous laisse en dehors de la guerre. C'est le mot d'ordre des démocrates. L'éléphant républicain donne ses faveurs à Hughes, désigné comme candidat officiel du parti. Theodore Roosevelt et ses rudes chevaucheurs le soutiennent de tout leur poids. Ils veulent défendre l'honneur de l'Amérique bafouée. Le jour de l'élection est fixé au 7 novembre 1916. La nuit est longue pour Wilson. Il croit qu'il est mis en minorité. Les premiers résultats, ceux de l'Est, donnent Hughes en tête. Le président rentre chez lui. Il se croit battu. Dans leur quartier général de New York, les républicains souhaitent à Hughes une bonne nuit. Wilson est au golf quand on lui apprend, le lendemain matin, les résultats favorables de la Californie. Le revoilà élu. Wilson avait caché la vérité à ses électeurs. Il offrait la paix, mais il savait que la guerre était inévitable. L'ambassadeur d'Allemagne, le comte Johann von Broekdorf, avait informé les États-Unis que l'Allemagne reprenait la guerre sous-marine, sans limite. Traitant l'Allemagne de folle enfermée, Wilson rompit, à peine élu, les relations diplomatiques avec Berlin. Sur ces entrefaites, le département d'État reçut un message décodé par les Britanniques. Le secrétaire allemand aux affaires étrangères, Zimmermann, proposait au Mexique une alliance qui, en cas de victoire commune, permettait à celui-ci de récupérer les territoires que les États-Unis avaient acquis en 1845-1848. Ce télégramme eut pour effet de dissiper les dernières illusions de Wilson. La neutralité avait perdu toute utilité. La foule manifesta autour de la Maison-Blanche. L'ambassadeur américain à Berlin protesta contre l'atteinte à la dignité américaine. Wilson demanda au Congrès d'armer les navires marchands pour faire pièce aux sous-marins. Le sénateur La Follette, un pacifiste convaincu, bloqua le projet avec ses amis. Le 9 mars 1917, le président Wilson, passant outre aux réticences du Congrès, décida d'armer la flotte marchande. Cette mesure n'obtint pas les résultats espérés. En quelques jours, 4 navires américains furent coulés. Un affront pour Wilson. 3 ans après le début de la guerre européenne, 2 ans après l'affaire du Lusitania, il décida de se rendre au Congrès et de demander le vote d'une déclaration de guerre à l'Allemagne. Il arriva au Capitole dans l'après-midi du 2 avril 1917. L'ambiance était fiévreuse. Il déclara que l'Allemagne poursuivait une guerre contre l'humanité. La moralité exigeait que les États-Unis rejoignent les Alliés parce que le droit était plus précieux que la paix. Je considère la morale comme la sauvegarde de la démocratie, ajouta le président, bien décidé à obtenir l'entrée en guerre de son pays. On l'applaudit à tout rompre quand il lança « Nous ne choisirons pas la voie de la soumission ».
56 pacifistes et isolationnistes menèrent pendant 4 jours un combat d'arrière-garde au Congrès, hué par le public. Le 6 avril 1917, le Congrès donna son accord et le président signa. Il entendit par la fenêtre les hurrahs de la foule. « Pensez, dit-il à son secrétaire, à ce qu'ils applaudissent. » La tête sur son bureau, il pleura comme un enfant. Les dés étaient jetés. L'Amérique venait d'entrer en guerre contre l'Allemagne. Les Américains se font connaître et apprécier par la population. Le 25 décembre, ils s'habillent en Père Noël pour distribuer aux enfants des présents venus d'Amérique. Ils apprennent à connaître les femmes et les filles de France. Parfois, ils les épousent. Et oui, les petites Lorraines deviendront quelquefois de parfaites Américaines. Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? The colonel got to cry, the kid, the son of a gun was never. Dinky, dinky, parlez-vous? Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? Mademoiselle from Armentières, parlez-vous? You might forget the gas and shell, but you never forget the mademoiselle. Dinky, dinky, parlez-vous? Au printemps 1918, la situation est grave, la menace allemande est plus grande que jamais. Le 28 mars, Pershing rencontre Foch et Clémenceau et leur déclare « La France est en danger, je viens avec toutes mes troupes me mettre à votre disposition. » Les Alliés sont impatients d'utiliser les forces américaines. Il y a urgence. Les lignes alliées sont attaquées en avril. La pression des Allemands est très forte. Ils donnent des coups de boutoir pour percer le front. Les Américains doivent, pour la première fois, livrer bataille près du village de Cantigny. Au matin du 28 mai 1918, la première division américaine s'ébranle sous le commandement français. Avant l'aube, un violent barrage d'artillerie a ouvert la voie. Pendant 5 jours, les Américains ont répété leur attaque derrière les lignes. Ils prennent les Allemands par surprise. En 1 heure, ils s'emparent, après un rude assaut qui a causé de nombreuses pertes dans leur rang, du village de Cantigny. Pour la première fois, des troupes américaines ont livré bataille sur le sol de l'Europe. Ils ont fait 200 prisonniers allemands. 9 jours plus tard, un ordre est donné à la 2e division américaine. Fantassins et Marine sont prêts à l'action. Leur objectif, un petit bois récemment occupé par les Allemands et qu'il leur faut reprendre, bois Belot. À travers champs, dans le bruit terrifiant de la bataille, les marines approchent de leur objectif, flanqués à droite par l'infanterie. Il y a un espace vide avant le bois. L'ennemi les attend.
Bois-Belot, quel joli nom de terroir français. En fait, le bois est un piège, un nid de frelons hérissé de mitrailleuses, très adroitement camouflé. Pendant des jours et des jours, les Yankees attaquent, mais ils sont cloués sur place. Ils vivent en 3 semaines le cauchemar que les soldats européens ont vécu pendant 4 ans. L'usure atroce, les gains de terrain nuls. Les officiers de renseignement réussissent à faire parler un prisonnier. Ils donnent les emplacements de mitrailleuses et de canons. Dès lors, des tirs de destruction pourront être appliqués sur des cibles désignées. Le 25 juin 1918, les Yankees attaquent, une fois encore. Un rapport d'état-major allemand explique « L'effet de nos tirs d'artillerie ne pouvait empêcher sérieusement l'avance des Américains. Ils auront perdu dans les combats de Bois-Belot 8000 des leurs pour s'emparer d'un tout petit objectif. Les Américains auront encore maintes occasions, avant la victoire, de démontrer leur ardeur au combat et leur courage. »